Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Les Chiffres. Je m'appelle Philippe J. Fournier de Québec 125 et du magazine L'Actualité. Et avec moi cette semaine, comme d'habitude, mon partenaire, mon ami Éric Grenier du blog politique TheWrit.ca. Bonjour Éric, comment vas-tu cette semaine? Très bien, très bien. Et toi? Occupé avec fin de session, beaucoup de sondages en anglais, en français. Je vais commencer ma couverture américaine, la Oh présidentielle non. américaine. Je le Oh sais, non. je le sais. Mais bon, il y a des médias qui me demandent de participer à ça, donc je peux pas juste y aller et ne pas connaître les chiffres, alors je dois m'y plonger. Mais c'est pas nécessairement encourageant ce qui se passe au sud de la frontière. Alors, on a quelques sujets à décortiquer cette semaine. La semaine dernière, le week-end dernier, c'était une fin de semaine de congrès au Québec. Les libéraux se sont rencontrés à Bromont. La CAQ s'est rencontrée, c'était Drummondville ou non, nous centre du Québec, je crois. Et il y avait Québec C'est solidaire. toujours à Drummondville. C'est Ben, toujours je à veux dire, Drummondville. c'est comme c'est assez central, n'est-ce pas? Et bien sûr, Québec solidaire s'est réuni à Saguenay, au cégep de Jonquière, pour être plus précis. Je n'ai pas pu y être, contrairement à la dernière fois à Gatineau, mais j'ai pris le temps de lire et d'écouter les gens qui y étaient. Je ne sais pas si tu as porté beaucoup ton attention sur le congrès de Québec solidaire et le pari de Gabriel Nadeau-Dubois, mais est-ce que tu avais des observations à apporter suite à ce week-end chargé en politique québécoise? Je trouve que le congrès du QS est un peu plate. On attendait des fireworks un peu, mais il n'y a pas vraiment eu des grosses nouvelles qui sortirent de ce congrès. Et c'est moi qui a prédit que euh, Québec solidaire sortira de ce congrès-là peut-être un peu plus uni, avec pas beaucoup de drame, parce que c'est facile d'écrire des lettres et des choses comme ça, mais quand tu es là avec les autres membres du parti, les chefs de parti et les médias, je pense que des fois, le bon sens, le gros bon sens, comme Pierre Poilievre disent, euh, euh, sortir victorieux de ce congrès-là. Victorieux est peut-être un grand mot. Je veux dire, c'est peut-être une défaite parce qu'il n'y a pas eu de mélodrame. Une Hmm. défaite, excuse-moi. Peut-être que c'est une victoire, excuse-moi, pour Québec solidaire parce qu'il n'y a pas eu de mélodrame. Une Tandis que défaite pour nous, et les commentateurs, ah, peut-être. bien, ouais, ben Hmm. peut-être. Mais c'est comme je pourrais dire, c'est que Québec solidaire avait réussi à l'élection 2022 à dépasser en suffrage total le Parti libéral et le Parti québécois. Pas par beaucoup, mais quand même. Québec solidaire a terminé deuxième au suffrage universel. Et je pense que plusieurs chez Québec solidaire se voyaient, même si le résultat était un peu décevant, se voyaient grimper dans l'opinion publique et regarder 2026 en disant on pourrait avoir 20, 22, 23, 24% du vote et avoir une vingtaine de sièges, peut-être même une trentaine, peut-être même l'opposition officielle. Et depuis, c'est clairement pas ça que l'on voit dans les chiffres, dans les sondages sur l'opinion publique au Québec. On voit Québec solidaire qui, au mieux, stagne et au pire, a descendu à un niveau qu'il n'avait pas rejoint depuis autour de 2018. Alors, bien sûr, nous n'avons pas eu de chiffres depuis le Congrès de Québec solidaire. Je crois bien que nous allons en avoir avant la pause de l'été. Mais quand tu as dit que le Congrès semble avoir été plate, c'est peut-être ça la victoire de Québec solidaire. Hmm. Qu'ils ont réussi à avoir un Congrès sans grandes histoires. Et bon, la déclaration de Saguenay, la tournée des régions qui se terminait avec ce Congrès-là. J'ai bien hâte de voir comment les chiffres vont bouger. Malheureusement, c'est trop tôt pour l'instant pour avoir une idée. Mais Penses-tu que il y a plus de clarité sur l'état de Québec solidaire après ce congrès? difficile à dire. La vraie réponse, c'est je ne le sais pas et je m'excuse auprès de nos auditeurs. C'est peut-être une réponse vraiment plate à notre tour. Mais je ne sais pas vraiment. C'est des solidaires qui ont discuté avec des solidaires en fin de semaine. Ils n'ont pas parlé au grand public. Ils n'ont pas parlé à l'électorat en général. Donc, c'est Québec solidaire qui essayait d'éviter une implosion. Alors, est-ce que vraiment c'est un gain en net? Ben, parce qu'il n'y a pas eu de perte ou d'explosion, peut-être que oui.
Mais est-ce que ça va faire bouger les chiffres? Je veux dire, j'en doute. Et nous avons discuté de ça dans des balados précédents, toi et moi, Eric. Que Québec solidaire fasse une tournée des régions et fasse un congrès à Jonquière, c'est discutable. Québec solidaire doit faire bien sûr un effort pour sortir de Montréal, pour parler aux régions. Mais lorsqu'on regarde les résultats électoraux et les chiffres par comté, je veux dire, pour moi, il n'y a pas une énorme différence. Je veux dire, Québec solidaire qui fait campagne à Jonquière, est-ce que le PQ pourrait faire campagne à Darcy-McGee et c'est presque la même chose. Je veux dire, Québec solidaire ne gagnera pas à Jonquière. Donc, il faut faire des efforts pour essayer de tendre la main aux régions. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement porter fruit. Et dans ce cas-ci, je suis pas mal sûr que ça ne portera pas fruit en région. Donc, on verra bien comment les chiffres vont bouger. Donc, je pense qu'on va devoir continuer ou garder le reste de cette conversation-là sur Québec solidaire pour des prochains balados parce que nous n'avons pas de chiffres. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à apporter. Pour l'instant, je préfère attendre et d'avoir des données à me mettre sous la main, sous la dent. Mais je sais Au pas moins, il y avait quoi un en peu de penser. nouvelles sur le calendrier pour choisir le nouvel porte-parole féminine. Je pense que ça va Ouais. être en novembre encore. À l'automne, oui. Ouais, Exact. OK. Donc, on verra s'il va y avoir plusieurs candidates ou est-ce que ça va être juste seulement Rouba Ghazal qui va prendre la position. Je pense que l'exemple de les derniers mois, ça suggère pour QS, probablement, ils ont besoin d'un co-porte-parole qui est député. Je pense que c'est un peu difficile d'être égal avec un député et quelqu'un qui n'a pas un siège à l'Assemblée nationale. Mais c'est ma seule commentaire sur cette histoire-là. Je vais même renchérir. Je pense qu'ils n'ont plus besoin de co-porte-parole. Ils ont besoin d'un chef ou d'une chef. Et quand j'ai lu que la prochaine co-porte-parole féminine sera élue à l'automne, dans ma tête, j'ai dit OK, fait que vous jouez encore là-dedans. Vous avez encore deux co-porte-parole. OK, je pense. Bon, parfait. On verra bien. Je sais qu'ils doivent parler entre eux pour décider de changer leur structure, mais j'ai comme beaucoup de difficultés à voir ce modèle-là continuer dans les prochaines années. Mais bon, ça leur appartient. On verra bien où ça va. Le PLQ s'est rassemblé. Il y a eu un rassemblement à Bromont, en Estrie. Bien sûr, ce n'est pas une coïncidence. On imagine que l'Estrie fait partie des régions qui vont être dans la mire des libéraux québécois aux prochaines élections. Et bien sûr, des rumeurs autour de candidatures potentielles pour la chefferie du PLQ. On parle d'Antoine Tardif, maire de Victoriaville, dans la mi-trentaine, un jeune homme. Écoute, encore une fois, Victoriaville, c'est vraiment pas un endroit qui est favorable aux libéraux, mais OK, on est intéressé à ça. Charles Milliard, qui est président des chambres des commerces du Québec, qui semble avoir l'appui des jeunes libéraux, donc ça reste à voir. À cela s'ajoutent bien sûr les usual suspects, comme on dit en anglais avec Denis Coderre et les autres. Oui, j'ai prononcé le mot de Denis Coderre, on n'a pas vraiment le choix. Il semble avoir un optimisme, un regain d'optimisme chez le clan libéraux, les libéraux. Les chiffres ne justifient pas vraiment cet optimisme-là. Il n'y a pas vraiment de grands gains en termes d'opinion publique. Mais une course à la chefferie peut justement faire un brassage d'idées et avoir de la très bonne publicité. De faire parler de soi en politique, c'est rarement une mauvaise idée. Donc, est-ce que tu avais des commentaires en spécifique par rapport aux libéraux, au PLQ, Éric? Ça commence un peu avec les noms qu'on discute maintenant. Donc ça, c'est un changement. Je pense que les derniers sondages, c'est vrai, c'est pas des chiffres qui sont excellents pour le Parti libéral au contexte historique, mais au moins, les tendances sont en hausse et c'est mieux d'être avec un parti en hausse qu'un parti qui perd des appuis. Je trouve que quelqu'un comme Antoine Tardif, c'est un ancien gardien de but qui a joué dans la Ligue du Québec junior, à Acadie Bathurst et Pour ailleurs. vrai? Ah, Ben oui. OK. Je savais Donc, pas. c'est un gars de région.
clairement. C'est vrai que Victoriaville, ce n'est pas un comté très prenable pour les libéraux, même dans un contexte de 2014 ou 2012. C'est plutôt une région plus conservateur, mais Tardif est un ancien conservateur parce qu'il a travaillé avec Alain Reyes. Est-ce que ça indique que si quelqu'un comme lui devient le chef du parti, est-ce que les libéraux vont aller un peu plus à droite qu'à gauche ou au centre? Ouais. Donc, c'est une candidature potentielle, intéressante, mais il me semble que avec ces gens-là qu'on discute maintenant, ça a l'air qu'on voit dans la direction de l'économie, le business et un peu à droite. Donc, c'est une direction assez... je pense que probablement c'est une bonne idée pour les libéraux. Je pense qu'il y a d'espace à ce côté-là. C'est des enjeux refuges pour le Parti libéral. C'est beaucoup moins miné comme terrain que parler d'identité ou parler de langue ou parler de choses comme ça. Et même quand on parle, je veux dire, parler de santé et d'éducation, ça va venir avec la campagne qui va s'approcher. Je pense qu'il est trop tôt. Les valeurs refuges du Parti libéral sont là. C'est juste que ce ne sont pas vraiment des valeurs qui sont extrêmement sexy électoralement. Sauf que le PLQ n'est pas présentement en territoire pour faire des grandes déclarations à propos du santé et de l'éducation. Dire, quand tu es à 6, 8, 10% chez les francophones, tu dois retourner à tes valeurs refuges. Il y a eu... D'ailleurs, parlant de valeurs refuges, un article du Journal de Montréal écrit par Antoine Robitaille, très intéressant, qui parle de mécontents chez la CAQ. Il y a eu bien sûr un congrès de la CAQ en fin de semaine qui n'a pas vraiment eu grosse histoire, à part pour le fait qu'il paraît qu'il y a eu un mot d'ordre de ne pas parler aux journalistes, pas parler aux méchants médias. Les méchants médias, ne parlez pas aux médias, ce qui est bon, je veux dire, c'est de bonne guerre, c'est correct, de toute façon, les gens vont parler de toute façon. Et quand on se fait dire de ne pas parler aux médias, il y en a toujours quelques-uns qui vont dire « Ok, mais Antoine Robitaille, dans le Journal de Montréal, mentionne certains députés d'arrière-ban de la CAQ, pas vraiment l'arrière-ban, mais qui ne sont pas au cabinet, et qui souhaitent l'être, et qui pourraient s'impatienter. Et s'il devait partir, la CAQ présentement à 22-23% dans les sondages, s'il y avait des élections partielles, ça pourrait faire mal. Et bien sûr, on se rappelle, la chute de la CAQ n'a pas commencé avec le départ de Joël Boutin et l'élection partielle dans Jean Talon, mais c'était vraiment quand même un point tournant, une défaite éclatante dans un comté que la CAQ avait remporté juste un an auparavant. Et donc, est-ce qu'on va avoir des élections partielles au Québec? Je veux dire, moi, je suis toujours partant pour des élections partielles, peu importe la région ou le parti. On parle peut-être qu'il pourrait y avoir Gilles Bélanger dans Orford qui pourrait commencer à s'impatienter, Yuri Chassin dans Saint-Jérôme, il y a Alice Abou-Khalil dans Fabre, ça c'est sur l'île de Laval. Et je regarde ça, et en effet, s'il y avait des élections partielles dans ces trois comtés-là, la CAQ pourrait être en danger de perdre du terrain et peut-être même perdre la circonscription. Et je ne sais pas à quel point c'est une position de force pour un député qui veut être ministre, qui veut faire partie du cabinet, et qui dit « Si vous ne me prenez pas, moi je m'en vais ici, puis vous allez perdre l'élection partielle. » Vous pourriez perdre l'élection partielle. Je ne pense pas que c'est une très bonne optique. Non. Et probablement, c'est pas une bonne chose pour l'esprit d'équipe. Mais c'est vrai, s'il y a des caquistes qui s'impatientent d'être au cabinet, c'est peut-être aussi la dernière chance. Parce que peut-être le CAQ va pas gagner les prochaines élections et donc il va pas avoir une chance d'être au cabinet. Donc, s'ils ne sont pas nommés au cabinet cet été, peut-être ça va pas être dans l'avenir politique. Donc, oui, je pense que c'est un risque pour la CAQ et une élection partielle dans ce contexte, c'est assez dangereux pour les caquistes. On sait qu'il va y avoir une élection partielle. C'est dans quel comté? C'est pas Richemont, c'est Arthabasca?
Oui, c'est ça, Ouais. Arthabasca avec Éric Lefebvre, parce qu'il va se présenter comme candidat pour le Parti conservateur. Ouais. Il n'a pas démissionné encore, mais au moins, ça va être nécessaire de démissionner en 2025. Donc, peut-être on va avoir une élection partielle là-bas. Et des élections partielles à Arthabasca, peut-être à Orford, à Laval, Saint-Jérôme. C'est des comtés assez intéressants pour le Parti québécois, même peut-être pour le Parti libéral, les conservateurs. François Legault, je pense pas qu'il veut aller devant les électeurs dans les prochains mois. Écoute, je pense que Saint-Jérôme, c'est vraiment celui qui dérangerait le plus. Saint-Jérôme, c'est traditionnellement, historiquement, une bonne circonscription pour les PQ. On se rappelle, bien sûr, le plus récent, c'était Pierre-Carl Pelado. S'il y avait une élection partielle, avec les chiffres que nous avons présentement dans les Laurentides, le favori serait le Parti québécois. Fabre, je le donnerais. Les chiffres diraient que ça irait au Parti libéral. Je ne suis pas sûr de Orford. Le Parti libéral a performé bien Orford historiquement, mais pas dernièrement. Alors, ça serait bien certainement intéressant. Mais aussi, je veux dire, Arthabasca, ça a été un des sièges les plus sécures pour la CAQ. Mais est-ce que c'était pour la CAQ ou est-ce que c'était pour M. Lefebvre? Nous allons savoir quand il va avoir l'élection partielle. Ça reste à voir. Et à quelque part, je veux dire, l'argument aussi, c'est que plusieurs, et là je vais citer ici Antoine Robitaille, plusieurs ne comprennent pas comment certains ne sont pas ministres alors que Éric Kerr est encore ministre. et c'est un peu rendu un bouc émissaire, Éric Kerr, je veux dire, il ne s'est pas aidé, on peut dire, mais que Éric Kerr soit encore au cabinet alors qu'il y a encore des candidats qui sont compétents, qui ne le sont pas, je suis capable de comprendre une certaine jalousie. Bien sûr, dans le contexte politique. Moi, je ne comprends pas pourquoi des gens voudraient travailler plus, mais ça, c'est plus personnel. Donc, à voir. Encore une fois, nous n'avons pas de chiffres québécois, provinciaux, à décortiquer cette semaine. Alors, je pense qu'on va passer aux chiffres fédéraux, mais il y a des histoires à suivre. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale dans les prochains mois. Et bien sûr, comme nous avons mentionné, on s'attend à une dernière ronde de sondage au Québec avant la pause de l'été. Donc, au fédéral. Ouais. Oh boy, le sondage léger publié par le National Post mercredi. Oh là là, ça a fait brasser un peu les chiffres. Écoute, je suis en fin de session au cégep. Et donc, assez occupé avec des meetings de fin de session, rencontrer les étudiants, rentrer les notes, bon, toute la routine de fin de session. Et hier, quand j'ai vu le sondage léger, j'ai publié les chiffres principaux au niveau fédéral et j'ai publié les chiffres au Québec sur les réseaux sociaux. J'ai dit, j'écrirai là-dessus plus tard. Et ensuite, j'ai fermé mon ordinateur et je suis parti au collège et je n'ai pas consulté les réseaux sociaux. Je reviens. Mon tweet a 250 retweets vus par 100 000 personnes. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et des réseaux de télévision m'ont appelé pour discuter des chiffres. Au Québec, 29% Bloc, 29% conservateur de Poilievre, 26% libéral Trudeau. J'ai écrit sur QC 125 hier, Éric, de faire attention, bien sûr, c'est un sous-échantillon. Et si on compare aux 2 derniers mois de sondage, c'est le meilleur sondage pour les conservateurs et le pire pour le Bloc. Ce n'est pas la norme. Mais c'est quand même un sondage léger. Et 350 répondants, ce n'est pas rien. Marge d'erreur de plus ou moins 5% si c'est aléatoire. De quoi aurait l'air une campagne si c'était Poilievre contre Blanchet au Québec? La dynamique serait différente, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui. Mais est-ce que ça va être naturellement une campagne contre Blanchet et Poilievre? Parce que si les élections auraient lieu aujourd'hui, les libéraux ne sont pas dans la course. Ils sont dans la course au Québec, mais ils ne sont pas dans la course pour former un gouvernement. Donc, le débat va être entre est-ce qu'on veut avoir une opposition bloquiste face au gouvernement conservateur ou est-ce qu'on veut être parti voter de bon bord et voter avec les conservateurs pour avoir une voix au gouvernement. Je sais pas, mais je sais que c'est un sondage.
c'est 29% pour les conservateurs. Je pense qu'on a déjà vu des sondages où les conservateurs étaient à 29%. C'est pas le premier. C'était à l'automne. Oui. Ouais. Mais si on regarde les autres sondages qui étaient publiés dans les dernières semaines, on ne voit pas des autres indications que les conservateurs sont dans les hauts 20. Ouais. C'est possible. Et c'est toujours possible que les G voient quelque chose qui est réel et les autres ne le voient pas. Peut-être c'est une nouvelle tendance, on va le suivre. Mais l'évidence, c'est que le bloc est probablement autour de 30 à 35%. Ouais. Les libéraux, 25 à 30. Et les conservateurs, je dirais autour de 25%. Mais il me semble que ce n'est pas la première fois que c'est les conservateurs qui nous donnent les problèmes d'expliquer qu'est-ce qui se passe au Québec. J'ai du staff et même des élus bloquistes qui m'ont écrit et qui insistent, oui, mais le bloc est premier chez les francophones. Et c'est ça qui est important pour la projection de siège. Et ma réponse était comme, bien sûr que vous êtes premier chez les francophones, mais vous étiez déjà premier chez les francophones en 2021 et 2019. Hier, Yves-François Blanchet a retweeté en rappel, n'oubliez pas, le sondage Abacus disait 38% au Québec pour le bloc. Et ça j'ai écrit sur QC25. Oui, c'est intéressant, c'est vrai, mais 38, c'était le meilleur sondage dans les 2 derniers mois pour le bloc. 29, c'était le pire. Alors, on prend une grande respiration et on se dit c'est quelque part dans le milieu. Il reste néanmoins qu'à la dernière élection, le Bloc a eu 34% du vote au Québec. Alors, s'il est quelque part entre 29 et 38, on s'entend, c'est peut-être 34-35, donc c'est le statu quo. Le Bloc gagnerait plus de sièges par la division du vote, mais il n'y a pas de vague bloquiste dans ces chiffres-là. Il va peut-être en avoir une, on ne sait pas, mais pour l'instant, si vous préférez regarder le meilleur sondage, allez-y, faites-vous plaisir. Sauf que le meilleur sondage, comme le pire sondage, n'est pas représentatif probablement de la réalité. Alors, à voir. Je veux dire, le meilleur score du Parti conservateur depuis la fusion, c'est 24,8%. C'était juste en dessous de 25%, et c'est Stephen Harper lors de sa première victoire en 2006. Ça n'avait pas produit une énorme députation au Québec, mais quand même, c'était le quart du vote, ce qui est intéressant. Et il faut faire un c'est quoi en français? Un haut et bas? Un over-under? Au-dessus ou en dessous, un petit pari? Pour 25% pour les conservateurs au Québec. Je suis pas convaincu. Mais si c'est une campagne où on voit 45% d'appui pour les conservateurs au niveau national, peut-être c'est possible qu'il va y avoir un peu... les gens vont suivre un peu les tendances dans le reste du pays. Je pense que 29%, ça va être assez difficile pour les conservateurs. On voit que Pierre Poilievre est toujours pas très populaire au Québec. Donc, je pense qu'il y a un plafond pour lui, mais... ça va être intéressant. Je pense que parce que dans le reste du pays, la question va être qui les survivants du Parti libéral, mais au Québec, ça va être des courses à 3 des fois, ça va être des différences entre les régions qui vont être très significatives. Au Québec, je pense que ça va se brasser un peu en 2025. On fera le over-under en temps et lieu quand on va s'approcher. Mais c'est sûr que la face, c'est que s'il y avait une percée conservatrice au Québec, on s'entend, ça semble peu probable avec l'historique, ça semble peu probable. Mais si les conservateurs devaient avoir un 30% au Québec, soudainement, le plafond de sièges des conservateurs au niveau fédéral vient de grimper. Je veux dire, les vagues sont possibles. On sait qu'on a vu des vagues au Québec dans le passé. Mais on n'est pas là. On verra bien en temps et lieu. On va passer aux questions, je pense. On est là. On va répondre à une question de nos auditeurs sur Patreon. Et on va avoir quelques questions après ça qui va être seulement pour nos membres du Patreon. Donc, on avait cette question de William Robertson.
c'est une question sur le Parti libéral, et c'est une question un peu plus historique peut-être que la situation actuelle. C'est est-ce que le PLQ est la coalition la plus vaste en Amérique du Nord? Parce qu'il y a des fédéralistes, il y a des nationalistes, il y a des gens de centre-gauche, il y a des gens de centre-droite. Il utilise les exemples de Tom Mulcair et Jean Charest. Et dans le passé, il y avait Jean Lesage, René Lévesque et tous les autres. Qu'est-ce que tu en penses du PLQ et leur position sur l'échiquier politique au Québec et comment ça compare aux autres régions de l'Amérique du Nord? C'est une bonne question, c'est juste que ça ne semble plus vraiment être d'actualité. Avec un électorat fracturé aujourd'hui, le PLQ qui est entre 14 et 18% dans les sondages, mais je comprends l'esprit de la question. Historiquement, en effet, c'était une vaste coalition pendant longtemps. C'est depuis le début de la Confédération, c'est toujours le PLQ contre quelqu'un. Et le quelqu'un a changé plusieurs fois dans l'histoire du Québec. Le PLQ a survécu. Alors, mais là, bien sûr, si on parle, exemple, des gens qui sont un peu plus centre-gauche et un peu plus centre-droite, comme Tom Mulcair et Jean Charest, ils étaient d'abord et avant tout fédéralistes. C'était ce qui les unissait. Et d'ailleurs, Tom Mulcair a claqué la porte du PLQ de Jean Charest, c'était quoi, en 2006-2007, avant de se joindre au NPD fédéral. Et donc, clairement, il n'y avait pas beaucoup d'atomes crochus de ce côté-là. Ce qui les unissait, c'était la question nationale au Québec, de garder le Québec au sein du Canada. J'ai essayé de penser à, les partis provinciaux dans les autres provinces, à l'exception peut-être de l'Ontario, il y a plusieurs nouveaux partis, et bien sûr dans l'Atlantique, il y a plusieurs nouveaux partis. Alors, les marques ne durent pas, mais les idées persistent. Je veux dire, il n'y a plus de parti libéral dans l'Ouest canadien. Mais il n'y a plus non plus de PC, de progressistes conservateurs. Il y en a au Manitoba, mais dans les 3 autres provinces, il n'y en a pas. Alors, c'est difficile de parler vraiment, de te faire une comparaison avec les autres provinces. Je ne sais pas si tu avais des exemples ou tu avais une réponse pour William. Mais je pense que c'est vrai que parce que c'était la question nationale qui réunit tous ces gens-là, c'est le cas que le PLQ est un peu unique parce que ce n'est pas autour d'une idéologie économique ou sociale, c'est sur une question de l'indépendance ou non. Donc, c'est possible que oui, c'est le cas que le PLQ est peut-être dans le passé et dans la formation du parti, la structure du parti, que c'est une coalition qui regroupe les plus importantes différences entre les gens de gauche, de droite, anglais, français. Mais tu as dit que c'était le fédéralisme qui est le chose qui colle tous ces gens ensemble. Est-ce que c'est toujours le cas? Aujourd'hui? Non, mais c'est ce qu'il souhaite pour les prochaines années. Je veux dire, le PLQ n'est pas du tout mécontent de voir M. Plamondon monter dans les sondages et qu'il parle de 3e référendum. Peut-être qu'ils vont se faire avoir avec cette histoire-là, mais c'est ce qu'ils désirent. Ils veulent ramener. Et leurs meilleures élections étaient toujours lors de la période bipartite. Mais j'apporterais un petit bémol ici. On peut dire que le Parti québécois aussi a été longtemps une large coalition. On regarde les morceaux laissés par le Parti québécois. Si, bien sûr, là, dans les sondages, ils ont remonté, mais si on s'arrête à 2022, les anciens solidaires, c'était la gauche du Parti québécois, et les caquistes, oui, bien sûr, il y avait l'ADQ là-dedans, mais l'ADQ n'a jamais vraiment eu une performance électorale impressionnante à part 2007. Donc, il y a plein d'anciens péquistes, d'anciens souverainistes à la CAQ. Alors, je sais pas, c'est intéressant comme question. Je pense pas que j'ai une réponse satisfaisante, mais je pense que le Parti québécois a aussi été une large coalition qu'ils essaient de recréer présentement. Ouais. Dans les années 80-90, quand il y avait presque seulement 2 partis, avec 45% d'appui, 45-50%, c'est là où c'était l'époque où c'était divisé le plus entre les 2 partis. Et oui, il y avait les gens de gauche et de droite dans les 2 partis. Maintenant, comme tu dis, il y a le Québec solidaire, où il y a les gauchistes pour le Parti québécois, les nationalistes qui sont peut-être plus à droite,
ils ont l'option de la CAQ. Dans le passé, c'était l'ADQ peut-être, Ouais. mais oui. Est-ce qu'on va retourner à cette époque? Je pense que non. Je pense que le système politique au Québec est maintenant plus divisé. Je pense Ouais. pas que ça va retourner à un système de deux partis, mais pour les deux, les libéraux et le Parti québécois, il veut retourner les beaux vieux temps. Assurément. Donc, nous allons passer aux questions pour nos membres seulement. OK, Eric, Monsieur, tu as un quiz pour moi et tu Oui, c'est ne ça. m'as rien dit sur le quiz. Alors, je prends mon stylo aussi pour prendre des notes. Je suis Mon prêt stylo. à me faire humilier une autre fois. non, je pense que non. Et quand je dis ça, c'est souvent le cas que c'est beaucoup plus difficile que j'ai pensé. C'est un format qu'on a utilisé dans le passé. OK? Je vais te nommer une élection, 3 comtés, et il faut distribuer les 3 partis entre les 3 comtés. On parle d'élections j'ai- québécoises ou fédérales? C'est ici? des élections québécoises et une élection au Québec, au fédéral. OK. Ouf. Donc, Ok. j'ai 5 questions. OK. Et je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est facile ou non, mais pour avoir la médaille d'or, il faut être 5 sur 5. Et c'est 4 pour un argent, médaille d'argent, et 3 pour une médaille de bronze. OK. Est-ce Je vais prendre des que notes. c'est facile, c'est compris, on peut Oui, allons-y. commencer? Allons-y. OK. Donc, on va commencer avec les élections en 2018 et 2014, et je veux le Parti québécois, les libéraux et les caquistes. OK. Donc, on va commencer dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les OK. 3 comtés sont Roberval en 2018, Roberval, 2018. Ouais. Jonquière et Lac-Saint-Jean. Un a été gagné par les libéraux, un par le Parti québécois et un par la CAQ. OK. Roberval était le siège du premier ministre à l'époque, Philippe Couillard, donc c'était libéral. Il a gagné sa circonscription avant de démissionner. Fait que Roberval était libéral. Ensuite, tu as dit Lac-Saint-Jean et... Non, Lac-Saint-Jean. Jonquière. Jonquière. OK. Jonquière, c'était Sylvain Gaudreault. Il est parti, oui, ça, il ne s'est pas représenté en 2022, mais en 2018, c'était Sylvain Gaudreault du Parti québécois. Et donc, ça veut dire que Lac-Saint-Jean était à la CAQ, et c'était qui? Est-ce que j'ai pas besoin d'avoir le nom? J'ai pas Non, le nom. non, C'était- c'est pas- OK, c'est donc pas Lac-Saint-Jean était à la CAQ. Oui, c'est des bonnes réponses. C'était Éric Girard, mais c'était L'autre Éric Girard, ouais. Éric Girard. Donc, et comme tu as dit, c'était Sylvain Gaudreault et Philippe Couillard dans les 2 autres sièges. Donc, on commence bien. OK. On va aller au 2014. 2014, parfait. Et c'est 3 comtés dans le Montérégie. OK. Un caquiste, un péquiste, un libéral. Bordua, Sanguinet, Châteauguay. 2014. OK. Châteauguay, c'était M. Moreau, donc les libéraux. Ils ont perdu en 2018. Mais Châteauguay en 2014 était libéral. Bordua. Bordua était péquiste en 2012. C'était Pierre Duchesne, mais il a perdu. C'était Simon-Jolin Barrette. Donc Bordua était à la CAQ. Et donc, ça voudrait dire que Sanguinet était au PQ. Ça fait-tu du sens, ça? Ah oui, je pense même que c'était Alain Terrien qui est maintenant au Bloc. Ouais, donc le Sanguinet va aller au PQ. Hey, c'est parfait. Et c'était aussi Alain Terrien qui était le député péquiste de Sanguinet en 2014. Et Pierre Moreau et Simon Jolin Barrette et c'était Pierre Duchesne en 2e place. Donc, c'est excellent. J'ai pas des points de bonus, mais... Bonus je pense dans ton estime, c'est ça, exact. Ouais, Parfait. OK. c'est mérité. OK, on va aller dans l'histoire un peu plus loin. C'est toujours des élections québécoises, mais on va aller à 1976. Oh! Oui, c'est ça. Et je veux le Parti québécois, les libéraux et l'Union nationale. On parle beaucoup de l'Union nationale dans cet épisode. D'accord. Donc, on va aller dans l'Est du Québec. OK. On va commencer 1976. Gaspé, Bonaventure, Matane. Oh! Ouais.
OK. Bonaventure est allé aux libéraux. Ça, je me rappelle. Pas pourquoi je me rappelle, mais je pense que j'ai fait un quiz récemment pour toi. Et je crois que c'est aussi le comté qui, historiquement, était meilleur pour les libéraux, Bonaventure, donc le sud de la Gaspésie. L'Union nationale a gagné un siège en Gaspésie en 1976. Donc, Gaspé et Matane, c'est ça? C'est ça. OK. Je ne le sais pas. Mais, je veux dire, Matane, c'est tellement péquiste aujourd'hui, mais c'est aussi M. Bérubé qui est là, il est très populaire personnellement. Matane est tourné aux libéraux dans les années 90, mais il est retourné. OK, Gaspé. OK, je vais dire Matane au Parti québécois et donc Gaspé à l'Union nationale. Et c'est la bonne réponse. Okay. C'était à Gaspé, c'était Michel Lemoignant. À Bonaventure, c'était Gérard D. Lévesque, bien connu. Et Matane, c'était un autre Bérubé. C'était Yves Bérubé qui était le député. OK. C'est 3 sur 3. C'est toujours possible de gagner une médaille d'or. On va rester en 1976. OK. Et cette fois-ci, on va aller dans les régions de le West Island et autour de Montréal. OK. Un de ces 3 sièges était gagné par l'Union nationale, un autre par les libéraux et le dernier par le Parti québécois. Les sièges sont Vaudreuil-Soulanges, Jacques-Cartier et Pointe-Claire. OK. Hors de l'île, ça c'est facile, Vaudreuil-Soulanges est allé au Parti québécois. Jacques Cartier et Pointe-Claire. Je n'aurais jamais deviné que l'Union nationale a gagné un des deux. Wow. Ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ces sièges-là. OK. Jacques Cartier, c'est la pointe de l'île. Mais Pointe-Claire, c'est Pointe-Claire. OK. L'Union nationale aurait gagné. Wow. C'est impressionnant quand même parce que ça ne fit pas le profil du tout, je veux dire. Non. OK, je vais y aller au hasard. Je vais dire les libéraux ont gagné Pointe-Claire et l'Union nationale a gagné Jacques Cartier. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'était l'Union nationale qui a gagné Pointe-Claire. C'était William Shaw, un unioniste. Et c'était les libéraux qui a gagné à Jacques Cartier, qui est maintenant plus comme Marquette. Ça bougeait un peu dans la carte électorale. Ah, Jacques Cartier, c'est pas la pointe. C'est pas la pointe de l'île. Oui, maintenant, dans l'époque, c'était autour de l'aéroport de Dorval. OK. Mais c'était le Noël Saint-Germain. Et c'était intéressant, ce comté-là, c'était 35% pour les libéraux, 31% pour l'Union nationale et 29% pour le Parti québécois. Quand même, hein? OK. Ouais, c'était une élection où c'était des résultats assez surprenants des fois. OK. Wow, OK. C'est 3 sur 4. C'est toujours possible de gagner le médaille d'argent. Et pour la dernière question, ça va être un peu plus difficile peut-être parce que je veux 4 partis. OK. On va aller aux élections fédéraux au Québec en 2015. 2015. Parfait. 2015. Donc, il y avait un de ces 4 sièges qui était gagné par le Bloc québécois, par les libéraux, par les néo-démocrates et les conservateurs. Shit, OK. Je t'écoute. OK. C'est la deuxième fois, mais Jonquière, Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, Québec et Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. OK, Québec a été gagné par les libéraux. Jonquière, Pierre Boucher, Patriote. Et c'est quoi le dernier? Est-ce que je le notais? Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. OK. Mon Dieu. Pierre Boucher, les Patriotes. Ce n'est pas facile parce que tous ces 4 sièges étaient gagnés par moins de 30% de la vote.
Grosse division du vote. Montmagny-Lillet. Jonquière. Est-ce que lequel qui a été gagné par le NPD? Hey, la vague orange est loin aujourd'hui. Hein? Ouh! Je veux dire, ça, c'était les restes de la vague orange. OK. Pierre Boucher, les Patriotes. OK, c'est... OK. Je vais y aller par élimination. Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, c'est ça? Oui. Montmagny, Lillet... Répète-moi le nom de la circonscription. Excuse-moi, elle est longue, c'est pour Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. OK, c'est ça, parce que je sais que Rimouski... C'est le Bas-Saint-Laurent, mais ça n'inclut pas le Rimouski. C'est ça, Rimouski avait été gagné par le NPD. Et je pense pas qu'ils ont gagné une autre circonscription de Bas-du-Fleuve. Fait que j'élimine le NPD. Je vais dire que Montmagny, Lillet, ça a été gagné par les conservateurs. Pierre Boucher, c'était... OK, Pierre Boucher au NPD, Jonquière au Bloc. Ah. Non? T'avais raison avec les libéraux au Québec. C'était Jean-Yves Duclos. Bien et sûr. C'était Bernard Généreux à Montmagny. Mais c'était Karine Trudel à Jonquière pour les néo-démocrates. J'avais oublié. Et Xavier Barcelou-Dorval. Xavier. à Monsieur... Pierre ouais. Boucher. Désolé. Pour le Bloc québécois. Je pensais que c'était le piège, justement. Une circonscription, Pierre Boucher, les Patriotes, mais c'est ça. Ah, ben OK. Fait que j'ai 3 sur 5. Ah, c'est pas si bon. 3 sur 5. Au moins, c'est un pass et c'est une médaille de bronze. Il y avait aussi Saint-Hyacinthe Bagotte qui était gagné avec moins de 30%. C'était par le NPD. Donc, il y avait 5 sièges au Québec où le gagnant avait 28-29% de la vote, du vote. Wow. Et c'est... Les néo-démocrates, ils ont gagné, je crois, 16 sièges au Québec. 16 sièges, ouais. Et avec quelques mouvements, ça pourrait être 9, je crois, où c'était comme un bon résultat pour les néo-démocrates au Québec, historiquement. C'était décevant comparant au 2011, mais c'était presque un désastre total pour les néo-démocrates. Bon, 3 sur 5. C'est pas très bon. C'était assez... Tu avais quelques réponses qui étaient correctes dans les autres, dans les deux où c'était échoué, mais médaille de bronze, félicitations, Philippe. Je suis sur le podium. OK, Eric, chiffre de la semaine, je t'écoute. Ah, OK. Pour moi, c'est 25%. C'est le nombre des Québécois, selon un sondage Ipsos, qui disent que le Parti libéral est le parti pour qu'ils ne pourront jamais voter. Et c'est 25% pour le Parti conservateur et c'est 23% pour le Bloc. Donc, il y a comme un quart des Québécois qui disent qu'ils vont jamais voter pour les libéraux, un quart qui disent qu'ils vont jamais voter pour les conservateurs et un autre quart qui disent qu'ils vont jamais voter pour le Bloc québécois. Donc, il y a un plafond pour les trois partis, mais je trouve c'est intéressant que c'est égal entre les trois partis. Ouais. Que c'est les libéraux et les conservateurs et le Bloc québécois n'est pas une option pour presque le même nombre de Québécois. C'est pas les mêmes personnes, mais c'est les mêmes chiffres pour les trois partis. Intéressant. J'aurais pensé que ça aurait été plus élevé, mais intéressant. Mon chiffre de la semaine, 89. Sondage léger sur un sujet délicat, mais pas si partagé que ça au Canada. Êtes-vous en faveur ou êtes-vous opposé au droit à l'avortement pour les femmes? Est-ce qu'une femme peut avoir un avortement si elle le désire? 89% en accord au Québec. C'est le plus proche qu'on peut avoir d'un consensus social. C'est 80% au Canada. Et lorsqu'on regarde les chiffres régionaux, il n'y a pas vraiment de grande différence. C'est plus élevé au Québec, mais en Atlantique, 77, Ontario, 80, Alberta, 76, Colombie-Britannique, 76. Donc, tout est proche de la moyenne. Il y a juste les prairies qui sont un peu plus basses, 68%, mais c'est quand même 2/3 de la population qui est en faveur. Un sujet clos au Canada, même si certains dans le Parti conservateur, dans l'aile sociale et religieuse du Parti conservateur essaient de le raviver, ça n'arrivera pas, le consensus est clos au Canada.
Donc voilà, merci beaucoup Éric, merci beaucoup à nos auditeurs, ceux qui regardent sur YouTube, merci à nos membres, ceux qui veulent devenir membres, www.ca. Excusez. www.leschiffres.ca. Merci de devenir membre. Ça nous permet de nous financer pour faire ce balado. Vous pouvez aussi, bien sûr, joindre notre Patreon. Vous pouvez joindre notre Discord, nous poser des questions, nous suggérer des idées de quiz et des idées de sujets. Et on apprécie énormément ceux qui veulent nous encourager dans ce projet. Donc, on vous invite à visiter l'adresse www.leschiffres.ca. Merci beaucoup, Éric. On se parle dans 2 semaines, donc on va être en juin, à la mi-juin, et on imagine qu'on va avoir des nouveaux chiffres au Québec à se mettre sous la dent, du moins on le souhaite. Donc, à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup et merci à toi, Éric.